Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Aujourd'hui, en table ronde, je souhaitais revenir sur une question qui revient finalement régulièrement dans les entretiens que nous menons ici dans cette matinale ligne droite, mais sans que vraiment nous ne prenions le temps de s'arrêter sur ce problème de fond. Que l'on parle d'histoire des jacqueries, des révolutions, des gilets jaunes ou encore de la guerre en Ukraine notamment, toujours cette même interrogation. La violence peut-elle être légitime ou légitimée a posteriori? Et si oui, à partir de quel moment? Je vais vous prendre un exemple concret de ce questionnement. Je vous propose d'écouter pour ça un extrait de notre interview avec Pierre de Gaulle, le conseiller en stratégie et petit-fils du général de Gaulle, dans notre matinale lundi dernier. Il parlait notamment donc de la guerre en Ukraine. Écoutez. L'un des conseillers de Zelensky à Restovitch en 2019 a dit clairement qu'il voulait la guerre pour son pays. Une journaliste a dit « Qu'est-ce qui est bon pour votre pays ?» C'est la guerre avec la Russie. Et il a clairement dit que de toute façon, en fonction de ce qu'on leur avait promis, c'est-à-dire des armes, des subventions, etc., ils allaient certainement gagner. Donc il y a une surenchère de préparation de la guerre vis-à-vis des Russes qui était orchestrée depuis longtemps. Et d'ailleurs, quand vous voyez la complexité et le nombre de sanctions qui ont été prononcées contre la Russie, pas moins de 11 000, ça prouve bien que c'est un plan qui a été préparé depuis très très longtemps à l'avance. Donc, comment voulez-vous que Poutine réagisse par rapport à ça, face à un encerclement possible? Voilà, comment voulez-vous que Poutine réagisse? Et un petit peu plus loin dans l'entretien, je lui pose cette question. Justement, vous pensez qu'il était arrivé à bout de la méthode, on va dire, diplomatique? Et Pierre de Gaulle me répond oui, même s'il faut toujours privilégier la diplomatie. Alors, si l'on suit ce schéma de pensée de la parole de Pierre de Gaulle, sans lui prêter tout de même les mots qu'il ne prononce pas, cela signifie-t-il que l'agresseur, donc ici Poutine, était poussé à faire la guerre pour garantir la défense de ses intérêts nationaux et finalement pour faire respecter sa paix, dans la continuité des mots de Jules César, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Eh bien, sans parler forcément que de l'Ukraine, et sans prendre parti sur cette question-là, je voudrais tout simplement qu'on essaye de réfléchir ensemble sur la violence légitime avec mes trois invités. Alexandre Cugnache, bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes avocat au barreau de Paris, chroniqueur chez nous également, et vous aviez d'ailleurs préparé une chronique sur la paix qui revenait sur ce questionnement. Nous sommes également avec Éric Denessé, bonjour. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du renseignement et directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le très bon CF2R. Et puis nous sommes avec Patrice Guénifet. Bonjour Patrice Guénifet. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes historien, directeur d'études à l'EHESS, donc l'école des hautes études en sciences sociales, et auteur notamment, on va citer peut-être celui qui est le plus en lien avec notre table ronde, Révolution française du Moyen-Âge à nos jours chez Perrin. Je vais commencer par donner la parole à Alexandre Cugnache, parce que comme je vous ai entendu en chronique, je sais ce que vous voulez dire, et on va tout de suite poser les termes du sujet avec d'ailleurs votre recherche étymologique que vous aviez proposée la dernière fois. Oui, c'est un vaste sujet parce que c'est d'abord une réflexion globale sur ce qu'est le politique. On ne peut pas réfléchir à la question de la violence sans réfléchir à la question du politique, du fait politique. Vous avez cité les paroles latines bien connues. On pourrait aussi citer Clausewitz dans son immense traité sur la guerre, qui nous dit une chose, c'est que la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. On peut même inverser les termes en réalité. La politique est aussi la continuation de la guerre, d'une violence par d'autres moyens. On s'élève en politique par le débat, par le compromis, pour éviter la violence. Pourquoi ? Parce qu'il faut se rappeler ce qu'est une communauté politique. C'est une communauté qui institue un pouvoir en vue de son propre bien. Ça, c'est une communauté politique. À partir du moment où ce bien n'est plus recherché ou n'est pas atteint, la communauté dispose de sa liberté, de sa légitimité, pour interdire au pouvoir institué de lui faire du mal. Ça, les classiques l'ont dit depuis l'aube de l'humanité.
Nous connaissons dans l'Antiquité grecque, chez Aristote, mais chez les stoïciens aussi, chez Cicéron ensuite, un droit, on reconnaît à l'homme un droit d'abord à la légitime défense, parce que nous devons protéger notre propre vie. Et donc, il est parfaitement normal que l'on puisse se défendre, voire pour les classiques, c'est un devoir face au Dieu, et même plus tard chez saint Thomas d'Aquin, face à Dieu, que de protéger sa vie, y compris par la violence. Donc cette violence pour les classiques, elle est tout à fait normale, légitime. Simplement les modernes, les positivistes, enfin les gens que j'aime bien, considèrent que c'est l'État qui délègue aux individus le droit de se défendre par eux-mêmes quand lui-même est défaillant ou absent. Pardon. Pour moi, ça, c'est une hérésie. S'il considère que donc, le contrat social faisant, c'est l'État qui a récupéré ce droit à la force légitime, en échange, il doit remplir son rôle. Exactement, c'est exactement ça. Ça, c'est le contrat social de Hobbes. À l'origine, dans l'état de nature, tout le monde est parfaitement libre, mais on se réunit dans une sorte de contrat fictif et on délègue toute autorité, toute souveraineté à l'État, au Léviathan, qui ensuite peut disposer de nous à son gré. C'est considérer que l'homme, une fois qu'il est en état de société, n'a plus aucune dignité propre, plus aucune liberté, plus aucune souveraineté sur lui-même, et c'est évidemment une monstruosité. Oui, selon vous. Alors, je vais donner la parole à mes autres invités, peut-être Patrice Guénifet. On va aller, donc là, on est un peu plus dans l'histoire et dans justement le point de vue sur le long terme des révolutions françaises du Moyen-Âge à nos jours. Ce qui est intéressant, c'est que justement pour un historien, j'imagine, c'est que les révoltes ne peuvent être légitimées après coup, finalement. La Révolution française, j'imagine, n'a été légitimée, enfin cette violence n'est vue positivement que a posteriori. Oui, quand même pour revenir sur ce qui vient d'être dit. Oui. Si le contrat social, Hobbes, Rousseau, tous les théoriciens, désarment les individus au profit de l'État, c'est pour les délivrer du risque maximum qui est le risque de la violence et de la mort. Donc d'abord, c'est ça. En échange de la sécurité, c'est-à-dire de la vie, les individus délèguent leur droit de légitime violence, de légitime défense à l'État qui l'exerce à leur place. Ça me semble être un progrès considérable dans la vie des sociétés et des peuples, puisque, et d'ailleurs ça a plutôt bien marché depuis le XVIe siècle, depuis les guerres de religion, ça préserve la sécurité des individus. Ensuite, le problème ne se pose pas dans les mêmes termes concernant la guerre entre les États, parce qu'il n'y a pas réellement de droit qui définit les obligations des États entre eux. Chacun est comme souverain, et le propre de la souveraineté, c'est de recevoir la loi de quiconque. Eh bien, la guerre reste un moyen de régler les différends. Pardon, mais Patrice Guénifet, il y a tout de même des traités internationaux. Oui, mais les traités internationaux, comme disait Aron, n'ont de validité que tant qu'ils sont reconnus par les États. Et on sait bien que dans la vie internationale, il y a des choses qui étaient très douteuses du point de vue juridique. On peut penser par exemple à l'intervention en Irak, la deuxième guerre en Irak américaine. Mais à partir du moment où un État souverain décide que son intérêt suprême est de faire telle chose, en général, le droit international est une très faible protection. Portée, oui. Voilà. Mais il arrive dans la vie des sociétés, c'était votre question, oui, que les règles du contrat social ne fonctionnent plus. C'est-à-dire, après tout, c'est le problème de tout système juridique, il n'a de force que tant qu'il est soutenu par un consensus au moins relatif. Et les révolutions éclatent quand ce consensus se défait soudainement. Et bien évidemment, la violence, dans ce cas, est légitimée après. Après tout, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc les vainqueurs... Oui, c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est en général comme ça. D'ailleurs, vous trouvez peu d'institutions politiques au sens d'institutions d'État, de fondation de société, qui ne reposent pas sur un acte de violence au départ. Il n'y a pas de société qui a été fondée par un consensus pacifique. Simplement, cette violence initiale,
s'est régularisé avec le temps, s'est transformé en légitimité, et puis ensuite a duré le temps que ça a duré. Donc les constructions politiques sont fragiles essentiellement. Et quand la violence vient détruire un édifice politique, souvent la violence est régularisée a posteriori, comme elle est légitimée par l'histoire. Voilà, ça fonctionne un peu de manière artisanale. Oui, mais c'est justement ça qui est intéressant, cette violence régularisée a posteriori, comme vous dites. Oui. Finalement, et là, on voit ce sont les mêmes fonctionnements, que ce soit sur une guerre internationale, hein, on peut même parler de 39-45, pour ne pas citer que l'Ukraine, comme pour une révolte au niveau national. Non, parce que tous les belligérants ne se valent pas. Je veux bien que, l'Ukraine est prévue depuis un certain temps, d'ailleurs depuis 2014, la guerre était prévisible. Donc que les Ukrainiens en aient parlé en 2019 ne m'étonne pas plus que ça. Mais on peut dire que dans une guerre, ça ne veut pas dire que tous les belligérants ont également raison. En l'occurrence, dans l'affaire de l'Ukraine, il me semble quand même qu'il faut reconnaître les choses simplement. Les Russes sont les agresseurs dans cette guerre. Et en 1940, l'Allemagne était l'agresseur. Donc on ne peut pas mettre sur le même plan en disant voilà, les vainqueurs de 44, 45 ont régularisé quelque chose qui au départ était une violence pas forcément légitime. Elle était légitime, d'abord dans la mesure où l'agressé n'est pas responsable de la violence qui s'abat sur lui, et ensuite moralement, le droit, si on peut dire en tout cas la légitimité, était de côté des alliés. Hein, comme aujourd'hui, vous croyez bien que je le déplore, bien sûr, la légitimité est plutôt du côté des Ukrainiens, quoi que l'on puisse penser non pas du peuple ukrainien, mais de l'État ukrainien actuel. Bien sûr, bien sûr. On continue d'en parler et je donnerai immédiatement la parole à Éric Denessé, mais on fait un rapide point sur les informations. Il est 8h sur Ligne Droite. Ligne Droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Guerre en Ukraine, révolte, gilets jaunes. À partir de quand la violence peut-elle être légitime? C'est la question que l'on pose pour cette table ronde avec Alexandre Cugnache, avocat au barreau de Paris, Éric Denessé, spécialiste du renseignement. Je vais citer également Éric Denessé, donc vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R. Et ce livre il va dans notre sujet, écoterrorisme, altermondialisme, écologie, animalisme, de la contestation à la violence, aux éditions Talendier. Puis nous sommes avec Patrice Guénifet, historien, directeur d'études à l'EHESS, école donc des hautes études en sciences sociales, et puis auteur notamment de ce livre Révolution française du Moyen-Âge à nos jours chez Perrin. Éric Denessé, donc vous avez entendu un peu l'échange. Alors on a eu un point de vue assez théorique, puis on est rentré un petit peu dans le concret, notamment que ce soit des révoltes nationales ou des guerres internationales. Selon vous, à partir de quand la violence peut-elle être légitime ? C'est très difficile et moi j'introduirais, tout en étant bien sûr d'accord avec les deux intervenants, j'introduirais une autre différence, c'est que et le conflit en Ukraine nous le montre, il y a une différence entre celui qui déclenche le conflit et l'agresseur. Oui. Effectivement, on doit reconnaître que dans les événements qui se sont produits depuis février dernier, ce sont les Russes qui ont déclenché les hostilités. Mais si on compare cet événement à la guerre des 6 jours, par exemple, ou à d'autres conflits comme l'intervention israélienne au Liban en 82 ou la guerre d'Irak en 2003, je pense qu'il est important d'avoir cette différence entre on peut déclencher un conflit et être, j'allais dire juridiquement l'agresseur, mais en étant en réalité que le facteur déclenchant des hostilités, puisque derrière ça, certains vont vous justifier a posteriori qu'il s'agissait d'une guerre préventive ou préventive. Je pense que c'est une notion importante. Après, moi, ce qui me semble intéressant, c'est aussi de voir la manière dont un certain nombre d'acteurs internationaux et d'États ont essayé de limiter le recours à la guerre, puisque la violence est consubstantielle finalement aux relations humaines, comme la guerre est consubstantielle aux relations interétatiques. C'est de voir dans quelle façon on a essayé à travers l'histoire de transposer des guerres entre États dont on savait qu'elles seraient absolument épouvantables, et la guerre nucléaire en a été le dernier avatar, à un niveau de violence infra-étatique dans lequel il y a finalement un glissement
verdissement et un report de l'affrontement en créant des insurrections, de la subversion, des guerres limitées. Je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup marché dans l'histoire de l'humanité. Je n'ai pas nécessairement les statistiques en tête. Je pense que chaque conflit fait un petit peu moins, que la violence internationale diminue un tout petit peu avec le temps parce que les réflexions sur l'éthique et les organisations internationales tentent de les limiter. Je ne suis pas non plus sûr que ce soit un succès extraordinaire. Patrice Guénifet, vous souhaitez réagir à ces propos ? Non, je suis tout à fait d'accord. Oui, je pense pas que ça a été un grand succès, mais bon, je pense que c'était caractéristique aussi de l'affrontement Est-Ouest pendant la guerre froide, où face au risque d'un conflit cataclysmique qui aurait pu impliquer l'utilisation de l'arme nucléaire notamment, eh bien les États-Unis et URSS se sont affrontés sur des théâtres périphériques, c'est ce que vous venez de dire, et sans doute ça a été un moyen de limiter la violence extrême potentielle de l'affrontement entre deux grandes puissances. Bon, maintenant, pour ceux qui ont fait les frais de ces conflits secondaires, on ne peut pas dire que pour eux, c'était une grande satisfaction ou consolation. Hein. Alors, Alexandre Cuillache. Ouais. Oui, mais je suis très intéressé par les propos des deux autres intervenants. Je voudrais vraiment revenir sur un point que vient d'évoquer Éric Dénessé, sur la différence entre l'agresseur et celui qui enclenche les hostilités. Si on revient au concept de légitime défense, à l'origine, même dans le droit français, dès les premiers codes, la légitime défense, c'est la défense donc légitime face à une agression donc, qui met en péril sa vie, la vie d'autrui, son intégrité physique, l'intégrité physique d'autrui, c'est bien, mais aussi son honneur, par exemple. Donc vous avez face à vous quelqu'un qui vous insulte, qui met votre honneur en jeu. Alors à ce moment-là, à l'origine, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous le tuez. Vous pouvez réagir, y compris de manière violente, parce que les anciens disaient la vie sans honneur n'est plus une vie possible. Alors évidemment, ces conceptions ont évolué. Alors je ne sais pas si c'est pour le bien ou pour le mal, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est la perception de la légitimité. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut effectivement être l'agresseur, mais sans être celui qui est à l'origine du conflit. Oui, non, mais c'est très intéressant, en effet, cette notion d'honneur et peut-être même de morale qui a changé finalement, ou en fait, d'échelle de valeur, tout simplement. Les valeurs évoluant, vous parliez de l'époque des classiques et aujourd'hui chez les modernes, peut-être que finalement c'est aussi comme ça qu'on voit l'évolution de la légitimisation d'une violence. Éric Dénessé. Oui, encore une fois, je crois qu'il faut faire la différence entre légitimité et légalité. Dans la crise ukrainienne à laquelle nous assistons, et l'extrait de l'interview de Pierre de Gaulle que vous avez diffusé, à mon sens, est très intéressant parce qu'il fait bien état de la manière dont les choses se sont passées. Et si vous me permettez d'utiliser une métaphore qui, comme toutes les métaphores, vaut ce qu'il vaut, et c'est sur un sujet qui me semble aussi particulièrement important, on se retrouve un petit peu dans la situation de la femme battue qui est régulièrement rossée par son mari, va déposer une plainte au commissariat, personne ne fait rien, puis un beau jour elle prend le fusil de chasse et elle décide de régler ses comptes elle-même. Alors à ce moment-là, il y a deux écoles. Les puristes et les légalistes vont dire ah oui, elle l'a tué, il y a rien à dire, elle l'a tué, elle doit aller en prison. Puis il y a ceux qui vont dire oui, mais regardez, depuis des années, depuis des mois, cette femme était victime de violences conjugales, personne n'a réagi, elle ne pouvait pas faire autrement que prendre son destin en main, ce qu'elle a fait. Donc on est un peu, encore une fois, je suis tout à fait conscient qu'une métaphore, n'a que valeur d'illustration, mais on se retrouve, encore une fois, il s'agit de présenter les faits, il ne s'agit pas de défendre Moscou dans cette opération, mais on se retrouve un peu dans une situation comparable, et quand un acteur, surtout un acteur qui dispose de la violence et des outils de la violence, est poussé dans ses derniers tranchements, celui qui est responsable finalement de le pousser dans les cordes est à la fois tout à fait conscient de la réaction qui va suivre, et je pense que l'on peut parler de provocation à ce niveau-là. Mais Éric Dénessé, une question, puisqu'on reste sur cet exemple-là. Qui peut dire, qui peut décider, qui peut juger du fait qu'on soit arrivé au dernier retranchement ou au dernier moyen de négociation diplomatique avant d'arriver à un conflit militaire ?
finalement uniquement les deux acteurs. Et je dirais que d'une certaine manière, la Russie de Poutine a essayé de faire les choses dans une forme de cadre légal, puisqu'à la différence de l'intervention tout à fait illégale des Américains en Irak en 2003, où ils sont passés outre les décisions du Conseil de sécurité avant de lancer leur opération militaire. Poutine a essayé d'habiller ça d'une certaine forme de légalisme en faisant voter l'opération par la Douma, en faisant en sorte ensuite qu'il y ait un appel de la part des républiques du Donbass. Alors encore une fois, je ne dis pas que tout ça est juste et légitime, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment un des acteurs dans une situation se permet de violer les règles internationales sans le moindre scrupule ni prévention, et que de l'autre, ayant probablement conscience qu'il allait être dans une situation d'agresseur et qu'il allait violer les règles internationales, eh bien, l'acteur qui est Vladimir Poutine a essayé de l'habiller d'une manière assez sommaire, mais de règles juridiques pour essayer d'obtenir un peu de légitimité. Oui, mais justement, Éric Denessé, je vais me tourner vers Patrice Guénifet. La question que vous posez là, vous parlez de légalisme d'ailleurs, pose la question de la distinction entre la légalité et la légitimité. C'est-à-dire que parfois les choses peuvent être, l'action peut être illégale mais légitime, enfin considérée comme légitime, et inversement. Patrice Guénifet. Oui, bien sûr, mais il est important au regard de la communauté internationale de faire passer son initiative, quels qu'en soient les motifs, pour au moins respectant les règles qui ont été fixées en commun. Et je pense que Éric Denessé donne la bonne analyse concernant Poutine, c'est que anticipant bien sûr la réaction et la réprobation surtout qui s'attacherait à l'invasion de l'Ukraine, eh bien il a effectivement fait semblant ou pas, peu importe, de respecter un certain nombre de préalables avant d'entrer en campagne. Ça me paraît important. Tous les acteurs, au fond, s'efforcent de légitimer leurs actions, même lorsqu'elles partent de mauvais motifs et même lorsqu'ils le savent. Parce qu'après tout, le système international est fait d'actions et de réactions. Et tous les acteurs de ce système sont juges des actions des uns et des autres. Donc il est important aussi de ne pas passer pour l'agresseur. Les Américains ont fait la même chose en 2003 avec l'affaire des armes de destruction massive qui leur ont permis de légitimer une intervention dont le motif était particulièrement nébuleux pour l'opinion ordinaire. Oui, et finalement, oui, mais parfois ce légalisme peut paraître un peu superficiel. Par exemple, on peut citer Vladimir Poutine et les lois qu'il a fait passer. Et que se passe-t-il lorsque finalement l'échelle des valeurs est différente, mais que ce soit entre deux États, des valeurs morales, je veux dire, et donc de légitimité possible, peut-être différente entre différents États ou même entre différents groupes humains dans un même pays. Parlons, je ne sais pas moi, des révoltes, justement, on parlait des révoltes de la Révolution française, etc. Qui peut dire après coup qu'un camp avait plus raison que d'autres? Là, vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est souvent ceux qui ont eu. Oui. C'est le vainqueur. Ah oui, c'est ça. Celui qui gagne, eh bien, du fait de sa victoire, légitime ce qu'il a fait. Ça a été le cas de la Révolution française. On ne peut pas dire que l'ancien régime avait commis tous les péchés qu'on lui a reprochés pendant la Révolution. Mais l'histoire a donné raison aux révolutionnaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu que les partisans de l'ancien régime se sont rendus aux raisons du vainqueur. Oui, tout à fait. Simplement, ils se sont retrouvés dans la position des vaincus, c'est-à-dire de ceux qui vivent avec le souvenir de leur défaite, et l'histoire continue sans eux. Voilà, il n'y a pas de débat après pour savoir qui avait raison. Simplement, la Révolution française a gagné. Par la suite, il y a eu bien sûr des débats. Et on peut dire que 200 ans après la Révolution française, et même un peu plus maintenant, eh bien, c'est pas elle qui a gagné à l'échelle de 200 ans. Après tout, aujourd'hui, si vous posez la question à l'opinion générale, qui sont les victimes de la Révolution française, vous savez, il n'y a que deux victimes qui ont surnagé, les Vendéens d'un côté, Marie-Antoinette de l'autre. Oui, c'est vrai. On ne peut pas dire que à terme, ils aient gagné, mais néanmoins, politiquement, ils ont gagné. Et ils ont refondé, quoi qu'on en pense, le monde tel qu'il était avant 89, ils lui ont donné une forme nouvelle, donc ils ont gagné. Voilà, l'histoire n'est pas un débat entre gens bien élevés pour savoir qui avait raison, qui avait tort. Mais parfois, il y a des revirements
dans le jugement qu'on porte sur des événements du passé qui font que la messe n'est jamais dite, si on peut Mais- s'exprimer ainsi. Mais vous ne pensez pas, malgré tout, Patrice Guénifet, je vous repose une question que je vous ai déjà un peu posée tout à l'heure, que ce système, on va dire, c'est le vainqueur qui légitime sa propre victoire, et le même fonctionnement peut être attribué sur la scène internationale et sur les conflits internationaux? Ah bah bien sûr, oui, ça tout à fait. C'est exactement le même processus. Alors, je suis en train de chercher, tout en vous parlant, un exemple. Euh, les Anglais ont gagné en 1815, de manière indubitable, la guerre qui les avait opposés depuis un siècle à la France. Donc forcément, Napoléon est devenu le coupable de tout, l'agresseur, celui qui voulait absolument la guerre, qui était animé uniquement par l'esprit de conquête. Forcément, les vainqueurs, là aussi, ont écrit l'histoire, même si l'adversaire était si colossal que le succès n'a été que relatif. Mais néanmoins, ils ont bien sûr réécrit l'histoire de leur victoire, parce qu'ils avaient gagné. Ça, c'est certain. Oui. Et après, la postérité est restée divisée sur les responsabilités des uns et des autres. Donc voilà un exemple où une guerre où les responsabilités étaient pour le moins partagées, s'est retrouvée repeinte aux couleurs de l'ambition effrénée d'un dément par les vainqueurs. Voilà. Alors, Alexandre Cugnache, puis Éric Denessé. Oui, vous avez Patrice Guénifet a cité les Vendéens à propos de la Révolution, ce qui me fait penser à un propos qu'a tenu mon confrère Philippe Fabry chez vous, je crois, l'autre jour. Et il expliquait très justement que le droit, ce n'est pas ultimement l'étude du droit positif, mais c'est l'étude du juste. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le juste, est-ce que le vrai est atteignable ou pas? Alors, certaines écoles pensent que non, que donc on doit se rester dans un légalisme, ce que j'appelle le positivisme. Donc on doit respecter des procédures, les normes doivent respecter les normes supérieures, et ainsi de suite, remonter jusqu'à la norme suprême. Si on pense que le juste est atteignable, par exemple, avec l'exemple vendéen est bien choisi, est-ce que les Vendéens ont eu raison ou non de se révolter contre un ordre qu'ils considéraient, eux, comme étant injuste? C'est toute la question. Est-ce qu'on peut trancher cette question-là de manière objective ou pas? Ça, c'est le fond du débat, pour savoir si la violence, ultimement, peut être légitime en dehors d'un cadre légal, je veux dire. C'est vraiment une question qui n'est pas facile. Alors moi, je pense qu'on peut tendre, je ne dis pas qu'on peut l'atteindre, mais qu'on peut tendre en tout cas vers cette connaissance-là, et qu'il y a des circonstances objectives dans lesquelles on peut se dire qu'on est en droit, par exemple, de résister. L'individu a un droit de légitime défense, les groupes politiques ont ce qu'on appelle un droit de résistance, qui est d'ailleurs inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein. C'est son article 2, toute association a pour but... Attendez, je crois que je vais noter quelque part. Je vais vous le... Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. C'est-à-dire que quand ces droits sont atteints, eh bien, nous avons le droit, voire le devoir, de nous constituer en association pour restaurer ces droits, y compris par la violence. C'est ce qu'on appelle le droit de résistance. La question se pose... Oui, je vous en prie, pardon. Non, les révolutionnaires ont bien sûr inclus cet élément dans l'article 2 de la déclaration parce qu'ils venaient de faire la révolution. Oui. Alors, ils n'allaient pas dire aux gens, vous n'avez pas le droit de résister à l'oppression. Mais en plus, ils ont rendu un très mauvais service à la France, parce qu'en même temps qu'ils construisaient une constitution, un état de droit qui forcément limite le droit de résistance, qui limite la possibilité de la violence, à côté, ils mettaient un article stipulant que la volonté du peuple est au-dessus de tout, y compris des lois qu'il s'est données. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cette situation où, à la différence de tout ce qui se passe ailleurs, nous sommes toujours tentés par la violence au nom de ce prurite révolutionnaire qui nous vient de ce fâcheux événement qu'a été la révolution de 89. Voilà. Parce que, non,
le fait de vivre en société, moi je tiens à ce principe de la délégation de la violence, et la résistance à l'oppression ne marche que lorsque la collectivité elle-même est en cause, menacée de mort, par exemple en cas d'occupation étrangère. Là, effectivement, en 1941-42, la résistance était légitime parce que le pays était occupé. Mais il n'y a pas de droit à la violence lorsqu'il s'agit d'un différend à l'intérieur de la collectivité qui peut être réglé par les procédures d'un état de droit. Oui. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, même si le juste, comme vous dites, effectivement, la justice peut être distincte de la légalité. On peut penser que les Gilets jaunes avaient bien des motifs de se révolter, mais ça ne justifie pas pour autant le recours à la violence. Les Vendéens, c'est l'inverse. Ils avaient tort parce qu'ils ne pouvaient pas refuser la conscription. À partir du moment où ils vivaient dans un État où la conscription était devenue le mode d'organisation de l'armée. Ils refusent la conscription. Ils avaient tort. Mais en même temps, en face, l'État qui a utilisé une répression effroyable contre eux n'était pas dans le juste. Donc c'est une tragédie un peu inverse. Et est-ce que je peux vous poser une question, Oui. pardon? Ouais, et après, Oui, je voudrais oui. donner la parole à Eric Denessé, Ah qui oui, a quand beaucoup de choses à même. dire. Oui. Alors, par exemple, si une loi oblige un certain groupe à se dessaisir de ses biens, à ne pas exercer de profession, Ah non, mais là, elle est... puis ensuite à monter dans des trains, Ah non, mais on n'est puis plus dans le ensuite cadre. Ben à se justement, regrouper dans un oui, autre lieu, oui. et puis à se voir exterminés par un État, mais un État de droit. Est-ce que ces gens-là n'auraient pas le droit de résister, par exemple? Oui, Non, voilà, quand l'État devient immoral, finalement. Oui, mais quand un État de droit déporte et extermine une partie de sa population, ce n'est plus un État de droit. Et pourquoi? Ah, mais parce qu'il ne respecte plus les normes de l'État libéral telles qu'elles ont été Ils ont été définies. institués par qui? Ils ont été définis par la philosophie politique du XVIIIe siècle à partir de Allez, Locke oui. et toute une tradition. Je vais donner la parole. Je suis désolée, mais Éric Oui. Denessé a sûrement beaucoup de choses aussi également à Oui. dire. Et puis, on parle des Gilets jaunes, mais il a également travaillé sur l'écoterrorisme et les altermondialistes, les animalismes qui passent aussi à la violence. Alors, je pense qu'on a également de nombreux exemples à écouter du côté d'Éric Denessé. Oui, rapidement, deux choses. La première, c'est que moi, je crois qu'il va être très intéressant dans les années qui viennent de voir quelle justification utilise la Chine pour une éventuelle et hypothétique, pour l'instant, reconquête de Taïwan, parce que là, effectivement, il y a une agression, ça va être très intéressant. Après, sur la violence intérieure, comme on l'observe, vous le disiez, Clémence, depuis quelque temps sur des mouvements multiples et variés, là, on voit un phénomène très intéressant qui se produit, c'est que à l'origine, que l'on parle des anticapitalistes, et même des anti-avortements, des animalistes, on peut considérer que le débat, ou en tout cas le fait de poser la question, est légitime à la base. On a le droit d'être pour ou contre de la défense de la planète. Mais ce qui est absolument sidérant dans tous ces mouvements qui nous viennent de l'extrême gauche, qu'ils soient apolitiques, qu'ils soient liés à l'extrême droite, c'est ce recours de plus en plus rapide et systématique à la violence pour faire aboutir leurs idées, avec des arguments parfois absolument ahurissants, notamment les activistes les plus violents comparent la défense des animaux finalement en disant les animaux ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, c'est à nous de les défendre, et comparent la lutte qu'ils mènent pour eux à la lutte contre l'esclavage, comme à la lutte d'ailleurs et comparent ce génocide animal au génocide du peuple juif. Donc on a des délires intellectuels, et c'est ça qui est très frappant, et ça traduit finalement la montée en puissance des frustrations des individus dans la société, parce que nous sommes des sociétés de nantis, parce que nous avons pris l'habitude de voir nos souhaits satisfaits assez régulièrement et de plus en plus rapidement, et dès lors que ces souhaits ne sont pas satisfaits immédiatement, le recours à la violence finalement arrive, et on finit par se retrouver dans une situation de grand écart sur des idées avec lesquelles on peut être ou pas être d'accord, mais qui sont légitimes à la base, la défense de l'environnement, la défense des animaux, la réflexion effectivement sur la vie humaine au moment de la gestation. On en vient à des attitudes extrêmement violentes, extrêmement radicales, et qui finalement plongent notre société dans une violence interne de plus en plus marquée. Alors Éric Denessé, je vais vous poser une dernière question, et puis on va terminer la table ronde là-dessus. Je suis désolée, c'est absolument passionnant, mais on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Mais puisque vous en parlez vous, là vous avez parlé donc des écoterroristes ou pourquoi pas des défenseurs de la vie.
Et parlons également des Gilets jaunes. Finalement, vous dites c'est parce qu'on est une société de nantis habituée à avoir à peu près tous les privilèges et donc quand on ne les a pas, on passe à la violence assez vite. Est-ce que ça ne peut pas être aussi parce qu'il y a un dysfonctionnement dans notre système social et pour revenir sur Hobbes, un contrat social qui n'est plus respecté. Vous donniez vous-même l'exemple d'une femme qui a été forcée, et on connaît des exemples concrets même, ou des hommes qui ont été forcés de réagir eux-mêmes et de prendre leur fusil parce que ça faisait 3 fois qu'ils faisaient appeler la police. Finalement, ils se font soit la femme se fait violenter, soit l'homme se fait cambrioler. Au bout de 4 fois, il prend ce fusil, il tire. Quand le contrat social, pour le dire facilement, n'est pas respecté, est-ce que cette violence ne devient pas malgré tout légitime, même dans notre société moderne ? Alors vous avez raison, cet aspect-là joue aussi un rôle important, mais je crois que l'évolution des individus eux-mêmes et dans une société ultra médiatisée joue un rôle encore plus grand. Oui. Et finalement le manque de recul, le manque d'analyse comparée sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, sur la position et la qualité de vie que nous avons, nous amène finalement à oublier cela. Alors on a peut-être les deux plans en fait. Les deux plans, bien sûr, ont leur importance, mais encore une fois, c'est quelque chose de préoccupant parce que ça traduit aussi un individualisme forcené et cette attitude qui est de dire finalement mes idées sont bonnes, j'ai raison. Si les autres ne l'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas perçu que l'évolution allait en ce sens. Donc, je suis prêt à utiliser la violence pour les appliquer, pour faire en sorte qu'elle s'impose. Parce qu'il faut que ça change. Donc c'est ce penchant qui est préoccupant dans l'évolution de nos sociétés. Oui, mais on revient sur la comparaison avec la scène internationale et finalement, quand le dialogue n'est plus possible, si tous les moyens de négociation, on va dire internes, enfin nationaux ou internationaux ne sont plus possibles, on peut arriver à un geste guerrier dans un sens comme de l'autre. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on revient toujours sur cette problématique-là. Mais bon, malheureusement, on sera obligé de conclure là-dessus. Merci beaucoup à vous trois. C'était quand même absolument passionnant. On pourra peut-être refaire une suite. Merci Alexandre Cugnache. On vous retrouve juste après pour votre chronique sur la violence et la légitimité. Chronique étymologique. Éric Denessé, merci encore, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, le CF2R. Et puis je cite votre livre Écoterrorisme, altermondialisme, idéologie, animalisme, de la contestation à la violence, aux éditions Talendier. Et merci à vous Patrice Guénifet, historien, directeur d'études à l'EHESS et auteur de Révolution française du Moyen-Âge à nos jours aux éditions Perrin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.